Le changement climatique n'est pas seulement sur le terrain, mais c'est aussi une question de stratégie. Aujourd'hui, nous recevons Dr Lago dans Majeli. J'ai été sollicité par l'administration depuis quelques années, notamment au niveau du ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, où j'ai respectivement occupé les fonctions de conseiller technique de deux ministres de l'Environnement, notamment le ministre Jean-Luc Assy et le ministre Jacques Conan Assaoré, qui a bien voulu me proposer comme secrétaire exécutif de la Commission nationale de lutte contre les changements climatiques. On va faire un petit retour en arrière. On va parler de Dr Lago avant le bac, ce qui voulait devenir la série qu'il a eu à faire, le système qu'il a eu à fréquenter aussi. Alors, en termes de parcours, j'ai eu un parcours classique, hein, la maternelle, l'école primaire au collège catholique Christ-Roi à Bengourou, c'est en Côte d'Ivoire, à l'est de la Côte d'Ivoire. J'ai eu à faire un bac série A2, donc un bac littéraire. Et après le bac, j'ai opté pour le droit. Mais je pense que ma première orientation a été en psychologie. Beaucoup de personnes ne le savent pas. Voilà, on m'avait orienté d'abord en psychologie. Et avec mon père, on a fait des démarches pour pouvoir véritablement refaire l'affectation. C'est ainsi que j'ai eu ce privilège de faire le droit, qui était la science que je voulais embrasser. Pourquoi vous choisissez pas de faire la psychologie et que vous vous dirigez vers le droit? Oh, c'était par rapport à mes objectifs professionnels. Je m'étais dit qu'en termes de débouchés, le droit offrait plus d'opportunités. Mais ce n'est pas que je négligeais aussi la psychologie, parce que je suis resté également attaché à cette science-là. Bien qu'elle ne soit pas dans mon parcours, j'ai continué de lire et d'apprendre. Je pense que j'ai certains cours de psychologie, même avec des étudiants de psychologie, que je continue de prendre pour apprendre. Mais j'ai fait ma carrière en droit. Beaucoup de personnes avant le bac ne savent pas ce qu'ils veulent faire. Vous choisissez par choix le droit. D'où vous sort cet amour du droit? J'ai essayé de checker au niveau des filières qu'offrait un bac littéraire. Donc, j'ai regardé anglais. Je me suis dit, j'ai pas forcément besoin d'aller à l'université pour parler anglais. Pas que je néglige l'anglais, mais je me dis qu'il me fallait une formation qualifiante avec beaucoup de débouchés. Donc, l'anglais et les langues, je me dis, je pourrais les faire apprendre en certificat. La psychologie, quand je regardais, je me suis dit, je pourrais l'apprendre en extra, mais je voulais une formation qui pourrait véritablement me permettre d'impacter la société. Voilà, j'ai toujours été guidé par ce désir-là d'apporter quelque chose à la société. Et lorsque j'ai fait des recherches, il faut dire que je suis très curieux. Je suis très curieux, j'observe beaucoup, j'écoute beaucoup, je lis. Donc, tous ces éléments, avec également les conseils d'aînés, j'ai pu pouvoir me convaincre que le droit était cette filière-là qu'il me fallait, parce qu'elle ouvrait à plusieurs champs d'activité. Ok, donc on a le bac A2, on souhaite faire le droit, on est sûr de ce qu'on veut faire. Comment on fait pour devenir un étudiant en droit en Côte d'Ivoire? Très bien. Pour être un étudiant en droit en Côte d'Ivoire, il faut d'abord avoir le baccalauréat. Il n'est pas précisé, je ne sais pas si ça a changé la série, parce que je sais que j'avais des amis étudiants qui avaient le bac C, d'autres avaient le bac D. Mais en général, c'est les séries littéraires, mais l'État ivoirien demande que le bac et il faut postuler. Et l'État ivoirien a mis des critères. Il faut avoir au moins 12 en philosophie, 12 en français et en histoire géo. Donc, il fallait avoir une prédominance dans ces matières-là pour pouvoir espérer. Donc, c'est un peu ce qui s'est passé. Est-ce que pour intégrer la faculté de droit, ça a été facile pour vous? Ah, pas forcément. Ça n'a pas été facile. Ça a été un parcours parce que tout le monde n'y entre pas. Et souvent, les juristes aiment dans la plaisanterie décrire un peu d'autres sciences comme la sociologie. Ils appellent les sociologues des juristes ratés, ce qui n'est pas vrai. Ce qui n'est pas vrai. Parce que chaque science se vaut. Mais le parcours n'a pas été facile. Il a fallu travailler sur une réorientation, comme je l'ai dit tantôt. Et cette réorientation-là, ça a demandé de faire des dossiers. Ça a demandé d'aller rencontrer des personnes, les autorités académiques de l'université à l'époque, les autorités de la faculté de droit, pour que cette réaffectation puisse être faite. Donc, ça n'a pas été facile. J'espérais. Parfois, j'étais découragé. Donc, je le dis simplement, mais ça n'a pas été aisé. Donc, je veux dire à ce stade-là que rien n'est aisé, mais il faut pouvoir être sûr de ses objectifs, de ses convictions et travailler pour y arriver. Pouvez-vous nous parler un peu de votre parcours universitaire en faculté de droit? Oui, c'était un parcours périlleux, mais excitant. Périlleux parce que j'ai eu à faire 2 années blanches. 2 années blanches dans le parcours, 2 années blanches. J'ai eu à reprendre la deuxième année aussi parce qu'on n'était pas en mode UV.
privé. Donc, je le dis sans honte aussi, mon parcours n'a pas été des plus aisés. N'a pas été des plus aisés. Mais ce qui a permis de le terminer, ça a été vraiment la persévérance. Ça a été la persévérance, l'encouragement de la famille. Et je me donnais chaque fois du courage pour pouvoir véritablement avancer. À notre époque, c'était le DUG. Donc, après le DUG 1, le DUG 2, il fallait faire la licence. Au niveau de la licence, les spécialisations commençaient. Donc, j'avais le choix entre licence droit public, droit privé et droit public, droit privé. Puis, j'ai opté pour le droit public. À l'époque aussi, en maîtrise, on pouvait faire une licence droit public et aller faire une maîtrise entreprise. Et c'est ce que j'ai fait. Mais après 3 mois de cours, le doyen de la faculté m'a ramené. Il dit, ma place n'est pas là-bas. Donc, parfois, dans le parcours aussi, moi, je crois en Dieu. Donc, Dieu vous enverra des personnes aussi pour rectifier. Après 3 mois de cours, il m'a dit, non, il faut revenir en public. Il m'a intimé même l'ordre de le faire. Et après moi, ce n'était plus possible de quitter une filière pour aller dans une autre après notre époque. C'est comme ça que je suis revenu en droit public. J'ai pu avoir la maîtrise. Après, il fallait faire le 2A. Je crois qu'on était 1200 à avoir postulé. C'était un test écrit avec un sujet corrigé. Et Dieu m'a fait grâce aussi. Là, d'avoir ce test-là, j'étais quand même parmi les 5 premiers à avoir réussi à ce test-là. Et pendant ce 2A, le 2A était composé de 3 types d'épreuves pour pouvoir réussir. Il y avait l'oral, la composition écrite, il y avait des séminaires et il y a ce qu'on appelait le grand oral. Voilà. Et la soutenance du mémoire également. Donc l'écrit, ça s'est très bien passé. J'ai eu à choisir un sujet. Je suis un peu atypique. J'aime pas trop où tout le monde va. Voilà. Donc je pense que pendant notre 2A, beaucoup avaient un peu des appréhensions pour le droit administratif. J'ai pris le droit administratif comme sujet et je pense que je l'ai bien fait. Au niveau également du grand oral, là, je me souviens qu'un midi, sortant de ma cité, une étudiante de 2e année m'avait approché pour l'aider à traiter un exercice. J'étais fatigué, mais je l'ai fait. Et c'est ce même sujet que j'ai tiré au grand oral. Pour dire que la générosité aussi m'a aidé. Être à l'écoute des autres, ça m'a beaucoup aidé parce qu'il y a une note éliminatoire, ce grand oral-là, qui est 8 quand tu es en dessous. Moi, j'avais eu la chance de tirer un sujet sur lequel j'avais déjà aidé quelqu'un. Donc, c'est un peu ça. Et la dernière chose, en 2A, j'ai choisi la fiscalité lorsque j'étais en 2A. Ça aussi, c'est une autre anecdote parce que je voulais faire du droit international. Et lorsque j'ai choisi, le professeur que j'avais choisi avait déjà atteint tous ses étudiants. Et j'étais un peu découragé. J'ai même dit que, comme on est en droit, j'allais faire un recours, lui écrit une lettre pour lui dire vraiment, monsieur, le professeur, prenez-moi. Quand je suis parti, il n'était pas trop dans son assiette à cette époque-là. Carrément dit qu'il avait déjà ses étudiants. Je me rappelle même m'être excusé d'avoir insisté auprès de lui. Donc, il me fallait un deuxième choix. Et c'est ce choix aujourd'hui qui a déterminé même une grande partie de ma carrière parce que j'ai dû me rabattre sur la fiscalité, qui est une matière que tous les étudiants juristes craignent. Et je l'ai fait. Je veux rendre hommage à mon maître, le professeur Akasouli Félix, qui a accepté de m'encadrer, qui est aujourd'hui la Cour des comptes représentant la Côte d'Ivoire au niveau de l'UEMOA. Donc, c'est comme ça que j'ai fait la fiscalité, que j'ai continué en thèse en faisant un autre master et ainsi de suite. Qu'est-ce qui était votre motivation tout au long de ce parcours? Je me disais qu'il fallait réussir. Je suis un enfant de pauvre. Et puis, je m'étais dit, quels que soient les obstacles, il faut avancer. Je me suis dit que je n'avais pas le droit de m'arrêter. Voilà, je pense qu'en motivation, on appelle ça le quotient d'adversité. Donc, j'ai eu la grâce d'avoir un quotient d'adversité très fort qui me permet, face aux épreuves, de ne jamais baisser les bras et d'avancer en restant fixé sur l'objectif. Donc, c'était ça toujours ma motivation. Malgré les échecs, il faut se relever, continuer, il faut essayer encore une fois. C'est mon maître mot. Aujourd'hui, ça n'a pas marché, demain ça marchera. Est-ce que pour nous qui ne le savons pas, vous pouvez nous dire où se trouve la faculté de droit en Côte d'Ivoire? Très bien. La faculté de droit, avant on appelait l'université d'Abidjan. Je crois qu'on n'avait pas beaucoup d'autres universités, mais aujourd'hui en Côte d'Ivoire on en a beaucoup. Il y a l'université de Félix Houphouët-Boigny qui est à Cocody, où on fait le droit. Il y a l'université Alassane Ouattara de Bouaké, où on fait le droit. Il y a l'université Lourion-Guédé de Daloa, où on fait le droit. Il y a l'université Pelforo de Korogo, où on fait aussi le droit. Donc, mais à notre époque, c'était l'université de Cocody et de Bouaké. Et moi, j'ai fait l'université de Cocody, qui est située, bien sûr, à Cocody, qui est une commune de la Côte d'Ivoire, à Abidjan. Et c'est situé non loin de l'école de police et du CHU. Voilà, c'est un peu ça. En dehors des études, comment se passe la vie d'un étudiant
à l'université de Cocody? Oh, la vie d'un étudiant, elle est jonchée d'apprentissage des cours, de préparation des examens, de préparation des compos, mais aussi de suivi, parce qu'il faut chercher à manger. Et quand vous êtes en cité, il faut pouvoir payer sa chambre de cité. Il faut se projeter aussi, il faut rêver, il faut chercher à se construire un profil de carrière. Donc, ma vie était un peu jonchée par tous ces épisodes-là. J'étais dans une époque aussi où les syndicats étudiantins étaient très bouillants du moins. On a un grand syndicat. Je crois que j'ai dû fuir même la cité et je me suis retrouvé chez ma sœur pour pouvoir continuer parce que au niveau des cités, il y avait des grèves. Il y a eu même ce qu'on appelait en Côte d'Ivoire la crise des machettes. Mais tout ça s'est passé. Je tiens à rassurer tout le monde que la Côte d'Ivoire est un pays paisible, un pays où il fait beau vivre. La Côte d'Ivoire est un pays sécurisé. C'était des épisodes de notre histoire, mais tout est rentré dans l'ordre. Le milieu étudiantin académie à Asseni. J'ai le privilège d'être membre du conseil de gestion de l'université Félix Houphouët-Boigny en représentant monsieur le ministre de l'Environnement. Donc, je peux vous dire que l'université est saine, elle est sécurisée et que nous avons des années académiques normales, contrairement à notre époque où c'était un peu difficile, mais beaucoup d'efforts ont été faits. Vous avez dit juste avant que vous venez d'une famille moins nantie. Comment un étudiant comme vous, qui n'a pas forcément les moyens, qui arrive à Abidjan sur le campus de Cocody, comment ça se passe financièrement pour lui? Est-ce qu'il y a des aides de l'État? Comment ça se déroule? Oui, vraiment, c'était tout un challenge parce que moi, pour la première année, je n'ai pas pu faire les papiers de bourse. Je n'ai pas pu les faire. Je faisais des cours à domicile. Aujourd'hui, en tant qu'enseignant, je le dis à mes étudiants, faut pas attendre. J'ai compris, j'ai observé, j'ai vu certains amis qui s'en sortaient un peu à côté de l'argent de poche qu'on me donnait. Je veux rendre hommage ici à ma sœur qui m'a beaucoup aidé également, qui était d'un soutien financier. Elle n'avait pas, elle aussi, beaucoup de moyens, mais elle était institutrice, enseignante, mais elle me donnait un peu d'argent les fins du mois avec son mari. Ils m'ont beaucoup soutenu. Aujourd'hui, je les prends comme mes parents. Ils m'ont beaucoup soutenu, mais à côté de ce soutien-là, je me débrouille également avec les cours à domicile. Et je m'arrangeais à surfer autour du milieu académique, c'est-à-dire de ne pas en faire une entreprise où à force de chercher tellement de coûts, tellement d'argent, j'allais négliger mes cours. Donc moi, généralement, je prenais 2, 3 étudiants. Ça me suffisait pour que j'aie le temps pour pouvoir bosser, pour que j'ai le temps pour pouvoir réviser. Donc, ce conseil que je donne, c'est vrai qu'on a besoin d'argent en tant qu'étudiant, mais la quête de l'argent ne doit pas nous faire perdre l'objectif qui est le diplôme. Le diplôme qui aujourd'hui, le sésame, peut te permettre d'avoir certaines portes ouvertes. Est-ce que pour vous, la bourse que l'État donne peut permettre à un étudiant de vivre aisément? En tout cas, si elle est bien organisée, mais on milite pour que cette enveloppe de la bourse soit rééchelonnée. Mais à notre époque également, moi j'ai eu la bourse quand j'étais en thèse de doctorat. Je l'ai eu juste une année, je crois. Après, je pense que je n'ai pas pu poursuivre le processus parce qu'il y avait tellement de papiers. Mais il faut dire que déjà, après ma maîtrise, puisque j'ai beaucoup fait la vie associative, cela a ouvert mon esprit et j'avais commencé plus ou moins à faire ce que j'appelle les métiers liés à l'intelligence. Donc, ayant fait le droit, j'écrivais un peu les statuts et règlements intérieurs des gens des ONG, je les taxais. J'écrivais un peu des statuts et règlements intérieurs de ceux qui voulaient se constituer en entreprise. Donc, le peu que j'ai appris, j'ai essayé de le capitaliser pour que ce soit un peu aussi une source de revenus. C'est d'ailleurs après le 2A que je me suis lancé aussi dans la consultance. Parce que j'ai toujours voulu aussi, à travers mon parcours, être consultant, c'est-à-dire être sollicité pour mes compétences techniques afin de recevoir aussi quelque chose en retour. Et dans mon parcours, je l'ai eu, surtout en deuxième année de thèse, j'ai pu avoir un gros contrat avec le ministère de l'Environnement. Cela m'a beaucoup aidé à pouvoir achever ma thèse. Ok. Est-ce que vous pouvez nous parler d'une anecdote que vous avez eue sur le campus de Cocody? Waouh, sur le campus de Cocody, il y en a tellement. Je vais peut-être choisir une liée à ma vie personnelle et puis une liée aux études. Ce qui m'a beaucoup marqué, je l'ai dit tantôt, c'est quand j'ai voulu faire le droit international et que je n'ai pas pu avoir d'enseignants, de profs pour m'encadrer et que je me suis retrouvé à faire de la fiscalité. Ce qui paraissait être un échec s'est plutôt transformé en bien parce que aujourd'hui j'ai fait la première thèse en Côte d'Ivoire sur la fiscalité environnementale et on me sollicite beaucoup pour les annexes fiscales, pour tout ce qui est disposition. Cela m'a valu même d'être conseiller de ministre sur la question de la fiscalité environnementale. Donc ce qui paraissait pour moi un échec aujourd'hui est devenu un avantage. Donc ça c'est une première anecdote. L'autre anecdote, c'était la fin. Je me rappelle qu'une fois, j'avais tellement faim. J'avais quitté la cité et j'étais avec un ami derrière l'aéroport dans des maisons. À Abidjan, on dit des Sikobois. Beaucoup ne savent pas, mais on dormait là-bas. Et puis,
Il n'était même pas là et j'avais faim, j'avais très faim, je ne savais pas comment faire. Il nous restait juste une petite tasse de riz qu'on a préparée, mais il n'y avait rien. On a dû aller demander à la voisine d'en face qui, elle aussi, se cherchait. Parce que vous imaginez que dans le quartier ici qu'au bois, elle avait une sauce qui était couchée de 2 jours et on a dû mettre ça un peu sur le riz pour pouvoir avoir un peu de force. Le parcours peut être semé d'embûches, mais il ne faut pas s'arrêter face aux difficultés. Voilà. Avec du recul aujourd'hui, que diriez-vous aux étudiants aujourd'hui qui traversent des moments difficiles? Je leur dirais d'être persévérants, de ne pas s'arrêter. Voilà, j'ai appris qu'il y a 4 types de quotient, que le quotient intellectuel seul ne suffit pas. Je pense que ça m'a beaucoup aidé. Vous pouvez avoir une intelligence forte, mais si vous ne développez pas les autres quotients, ça vous sera difficile d'y arriver. Donc, il y a 3 autres quotients. Il y a ce qu'on appelle le quotient social, qui est la capacité à se faire des relations et à les garder pendant longtemps. Je pense que mon premier contrat de consultance, c'est une amie de la fac qui me l'a proposé, qui était déjà au comité international de la Croix-Rouge. Ça, c'est le quotient relationnel. Donc, il ne faut pas aller au cours seul sans développer des amitiés. Les amitiés sont très, très importantes. Je me rappelle que plus tard dans ma carrière, j'ai eu un contrat à la Cour africaine des droits de l'homme à Arusha, en Tanzanie. Là aussi, c'est une amitié. Je n'étais pas le meilleur des juristes, mais c'est une amitié qui m'a permis de l'avoir. Quotient social. Mais il y a aussi le quotient relationnel. Le quotient relationnel. Donc, je pense que j'ai inversé. Le quotient social, c'est la capacité à avoir des valeurs. Être ponctuel, savoir respecter les rendez-vous, venir à l'heure au cours, être poli, savoir saluer et tout ça, ça c'est le quotient social. Maintenant, le quotient relationnel, savoir garder des relations qui vont nous aider et le quotient d'adversité qui te permet de te relever après chaque suite. Mais je m'en voudrais de ne pas dire qu'au cœur de mon parcours, Dieu a été présent. Dieu m'a aidé et il continue de m'aider dans tout ce que je fais parce que je me suis toujours appuyé sur lui. Je me rappelle que je gênais beaucoup, je priais beaucoup. Si vous regardez mon physique aujourd'hui à celui duquel il était, j'étais très mince. J'ai une amie avec ironie qui m'a dit, toi, tu me plaisais beaucoup. J'étais même, je te voulais comme mon époux même. Elle me l'a dit, mais tu étais trop mince. Ma minceur était due aussi au fait que je n'avais pas assez de moyens, mais je jeûnais, je priais beaucoup. Pendant mon parcours, j'ai eu, ça c'est une petite anecdote, voilà. J'ai eu à faire un jeûne de 21 jours sans manger. Mais je prenais des fruits, du jus. Un jour, je n'en pouvais plus. Je crois que j'étais au 10e jour. J'avais eu un peu d'argent. Je suis allé au supermarché, j'ai acheté du lait, tout ça, beaucoup de choses. Je me dis, bon, j'arrête ce jeûne-là. Et j'ai pris le bus. J'étais resté de Vridi, tellement fatigué, je me suis endormi. Quand je suis arrivé à destination, mon sachet a disparu. Tout ce que j'avais fait, il dit, mais Dieu veut que tu continues le jeûne. Donc, Dieu aussi est présent dans le parcours. On va revenir un peu sur votre parcours universitaire. Pourquoi vous choisissez d'aller jusqu'au doctorat et de ne pas vous arrêter à la maîtrise? Pour moi, c'était le sésame. Et puis, dans mes objectifs, je me suis dit que c'est le dernier diplôme académique. Voilà, pour moi, avec le doctorat, je pouvais facilement être recruté puisque j'envisageais aussi la formation d'enseignant. Et je me suis dit aussi, avec le doctorat, je pouvais être consultant en droit. Avec le doctorat, on pouvait me consulter aussi en tant que juriste sur les thématiques qui étaient les miennes. Donc, je me suis dit qu'il fallait y aller. Et quand j'ai observé aussi, j'ai vu que ceux qui s'étaient arrêtés au master ou à la maîtrise avaient des difficultés pour avoir de l'emploi. Et je me suis dit, quand j'ai vu mes aînés, certains se sont arrêtés à la maîtrise à l'époque et ils ont pris 2 ou 3 ans pour chercher un petit stage dans un cabinet d'avocat où ils n'étaient même pas rémunérés. Je me suis dit, ces 3 années auraient pu me permettre de faire un master 2 et continuer même pour faire une thèse. Donc, je me suis dit que c'était du temps perdu. Donc, je me suis dit que les deux n'étaient pas incompatibles. Pendant que je cherchais de l'emploi, j'ai décidé de continuer. À ce propos, même, j'ai une anecdote aussi, parce qu'après la maîtrise, on cherchait tous de l'argent. Et puis, un ami à moi a vu une affiche d'une compagnie d'assurance qui recrutait des courtiers. À cette époque, je ne savais même pas qu'on appelait ça courtier. On allait faire le test, on a réussi. Pour moi, c'était du travail. C'est la première fois que je mettais une chemise avec une cravate. Ils nous ont formés et il fallait maintenant partir sur le terrain. Moi, je n'ai pas fait un mois. C'est quoi un courtier? Un courtier, c'est quelqu'un qui va chercher des contrats d'assurance pour une entreprise et qui est payé au contrat qu'il a eu. Oui. Et très souvent, quand vous venez avec, ce n'est pas évident, on vous dit qu'il y a des calculs, ce n'est pas de l'argent en même temps. Le temps de calculer la police et on vous donne des objectifs où il fallait aller chercher. Mais cette expérience m'a permis d'apprendre à m'habiller, d'apprendre le contact un peu et tout cela. Mais j'avoue que c'était difficile. Il fallait marcher puisqu'on ne vous donnait pas de prime de transport. Il fallait avoir du relationnel, aller en parler.
Moi, pendant ce temps, je me suis dit, mais pourquoi ne pas faire mon test pour mon diplôme d'études approfondies? Donc, j'ai fait que un mois ou un mois et demi, et puis j'ai laissé tomber. Mais j'ai un ami qui a continué jusqu'à aujourd'hui, qui est là-dedans. Lui, quand je le vois, il me dit, il aurait dû suivre ma voie. Je dis, non, c'est pas forcément incompatible. Tu as voulu persévérer. Il a eu des contrats. Il a pu se faire un chemin aussi là-dedans. Mais quand je l'ai vu, je lui ai conseillé de faire quand même un diplôme en assurance. Parce que être courtier, après, si vous n'avez pas étudié, il y a des études spéciales en assurance. Donc, je lui ai dit qu'il pouvait, à côté de ce travail-là, avoir un diplôme là-dedans. C'est toujours bien d'avoir un diplôme, c'est toujours bien d'avoir une spécialité dans laquelle on flotte. Ok. Donc, vous sortez de l'université de Cocody, vous êtes diplômé d'un doctorat. Déjà, après combien d'années d'études? Le doctorat, je l'ai véritablement commencé en 2012. Voilà, et puis je crois que je l'ai soutenu en 2015. Bon, en quelle année vous rentrez à l'université de Cocody en faculté de droit? Oh, je suis rentré plus tôt, parce que quand je compte mes années, 98, 99 quand même, hein. Mais entre ça, il y a eu une année creuse, des années creuses, et il y a eu également la fermeture de l'université, voilà, plus les années blanches. Après, j'avais quitté un peu, puisque je faisais mes consultances, j'ai dû aller au Burkina Faso pour faire des stages et tout cela avant de revenir. Je vous dis qu'à côté de mon doctorat en droit, j'ai fait un diplôme d'études approfondies, mais j'ai fait aussi un master. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis pointu sur les questions d'environnement, c'est parce que j'ai eu à faire un master en éthique économique et développement durable, après lequel je suis allé faire un stage au Burkina Faso. J'ai eu à faire d'autres certificats et tout cela. Donc, j'ai eu un parcours vraiment qui m'a permis d'avoir beaucoup de diplômes parce que je voulais être consultant. J'ai eu même à faire un 2SS en fiscalité et droit des affaires. Parce que je m'étais dit qu'avec mon 2IA en fiscalité, ma formation était théorique. Mais tout ça, c'était vraiment avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de difficultés. Et je salue la famille qui m'a beaucoup aidé également. Vous finissez d'avoir votre doctorat. C'est maintenant le début de OK. votre vie Oui, oui, professionnelle. oui. Quelle est cette expérience-là qui vous propulse là où vous êtes C'est aujourd'hui? vraiment mon recrutement à l'université. Et à cette époque-là, pour les recrutements, il fallait aller s'inscrire dans chacune des universités où vous voulez être retenu. C'était 50 000 pour le dossier, ce n'était pas aisé. Donc, si vous voulez multiplier votre chance d'être recruté, il fallait aller soit à Abidjan, à Korogo, à Bouaké. Moi, je me suis dit, je choisirais deux universités. Donc, je me suis inscrit à l'université de Cocody et je suis allé à Bouaké aussi. C'est là-bas que j'ai fait les deux tests. J'ai été retenu pour l'université de Cocody. Et ça a été vraiment une très grande joie parce que là, j'entrais activement. Je faisais des activités privées. Je donnais des cours dans des universités privées. Je faisais des contrats de consultance. Mais là, je venais d'avoir ma première opportunité professionnelle dans la fonction publique. Et c'était en tant que quoi, votre En première... tant qu'enseignant-chercheur. C'est quoi un enseignant-chercheur? C'est quoi ses missions réellement? La deux missions, c'est enseigner dans son domaine de compétences. Donc, j'ai été recruté à la faculté de droit en 2018, le 12 février précisément, où j'ai pris service. Je n'oublierai pas cette date-là. Voilà, quand vous prenez service en fonction de la spécificité de votre bac, le chef de service, qui est le doyen de l'UFR, vous affecte. Mais on attend à la rentrée où les professeurs de rang A choisissent leur cours et puis maintenant les autres, en fonction de leur spécialité, sont affectés pour certaines matières pour faire les travaux dirigés. Donc moi, j'ai eu à faire des cours en droit constitutionnel, en droit administratif, mais aussi en finances publiques, en fiscalité. Voilà, donc c'est un peu ça. Ok. Donc, on est enseignant-chercheur. Comment on passe d'enseignant-chercheur aujourd'hui à être secrétaire exécutif? Parce que je pense que le pont, il est large. Le point est vraiment large. Un matin, autour de 10 heures, j'étais au cours à l'université quand j'ai vu un numéro sonner sur mon portable. C'est ce genre de numéro qui n'appartient qu'aux autorités. Et quand j'ai décroché, au bout du fil, la personne me dit, je suis le ministre de l'Environnement de Côte d'Ivoire. Est-ce docteur Lago? Je dis oui. Il dit, je vais vous voir dans mon bureau. Je lui ai dit, monsieur le ministre, je suis en guine et en pain de crêpes et tout cela. Pour votre respect, est-ce que vous me permettrez d'aller? Il m'a dit non, laissez venir. C'est comme ça que je me suis retrouvé la première fois dans le bureau du ministre de l'Environnement et qui m'a dit qu'il a appris que j'étais consultant dans le ministère sur la fiscalité environnementale, que c'est quelque chose que le ministère veut développer. Et d'ailleurs, il y a un dossier pour la primature. Donc, on lui a dit que c'est moi qui pouvais le faire. Donc, il souhaite que je l'aide. Voilà. Donc, j'ai dit c'est un honneur et tout cela. Et sur le champ, je suis rentré un peu dans une boutade. Je lui ai dit, mais monsieur le ministre, le ministère me doit. J'ai fait une consultation où je n'ai pas eu tout le reste de mon argent. Il dit non, c'est pas un problème. Il a donné instruction et c'est comme ça l'aventure a commencé. Après ça, il m'a nommé comme son conseiller technique. Et quand lui, il est parti,
Le nouveau est venu, certains conseillers techniques sont partis. Je me suis dit, bon, ouf, c'est bon, je retourne à l'université, mais il a bien voulu me garder également pour pouvoir continuer à travailler sur la fiscalité environnementale. Mais en tant que conseiller, j'avais 5 attributions. J'étais le conseiller en charge du secteur privé, en charge de la fiscalité environnementale, des conventions internationales, et d'autres attributions. Et c'est chemin faisant avec Monsieur le ministre Jacques Assaoui, que je salue, que la question de mise en place d'une commission interministérielle pour la lutte contre les changements climatiques est née. Et je suivais le dossier en tant que conseiller technique avec le FMI, pour le compte du ministère. J'ai suivi toutes les étapes et j'ai travaillé même pour tous les tests. Mais j'avoue que moi, je travaille sans forcément penser à un intérêt privé. Donc pour moi, je le faisais. Je me suis dit, si c'est fini, certainement ils vont nommer quelqu'un. Et puis voilà, il fera. Moi, je suis un bon serviteur. Quand tu me dis de faire quelque chose, et je suis très loyal quand je travaille, je me dis, il faut que le travail de mon patron avance. Et ça a abouti. Il nous a reçus dans son bureau. Il dit qu'il avait 2 personnes en tête, un autre collègue et moi, mais son choix s'est porté sur moi. C'est comme ça que je suis devenu secrétaire exécutif. Comment on fait pour se faire repérer par un ministre? Est-ce que c'est pour vous qui êtes croyant, c'est seulement la grâce de Dieu? Il y a d'autres choses qui rentrent dans la balance? La grâce de Dieu, mais il y a aussi notre activité quotidienne. Voilà, il y a notre activité quotidienne. Pour mon cas, je faisais des consultances pour le ministère. J'ai fait la première étude diagnostique du ministère sur la fiscalité environnementale. Donc, il y a votre expertise aussi. Mais si vous avez une expertise que vous ne côtoyez pas également certains milieux, ça sera difficile de vous faire connaître. Mais il faut dire que dans tout cela aussi, il y a la grâce de Dieu. Je ne veux pas dire, je ne veux pas m'arrêter uniquement sur la grâce de Dieu, sinon certains penseront qu'il faut s'asseoir à la maison et la grâce de Dieu va venir. Comme je vous ai dit, moi, je poussais un peu les choses, je me battais, je me cultivais également. Mais pour la petite anecdote, j'aime le dire aussi aux étudiants, le choix du sujet de mémoire est capital. Très souvent, certains sont paresseux. Ils choisissent un sujet qui a déjà été traité. Il va sur Internet, il voit quelqu'un qui a écrit sur un sujet et puis il le prend. Or, un sujet est un label. Un sujet, in fine, fait partie de vous. Donc, moi, par exemple, en 2A, avant de choisir mon sujet de mémoire, j'ai cherché, j'écoutais, je regardais la télé, j'écoutais la radio. Et à cette époque-là, j'entendais civisme fiscal, civisme fiscal. Cultivons le civisme fiscal. Je dis, je vais faire la fiscalité, mais tout le monde parle de civisme fiscal. C'est quoi? Donc, je dis, je vais faire ce thème-là, puisque c'est d'actualité. Et j'ai décidé d'écrire mon mémoire là-dessus et j'ai écrit une lettre au directeur général des impôts. Je lui ai dit que j'entends beaucoup que vous parlez de civisme fiscal. Je suis en diplôme d'études approfondies. Je veux faire un mémoire sur le civisme fiscal. Prenez-moi en stage. C'est comme ça que j'ai eu le premier message. À cette époque, il n'y avait pas de téléphone portable. En tout cas, c'était quelques-uns qui avaient. Il avait donné son autorisation, c'est 3 mois après. Quand sa secrétaire m'a eu, elle dit, mais monsieur, on vous cherche. Où vous étiez? Et mon mémoire est resté là-bas. Pour le doctorat, c'est pareil. J'ai pris pratiquement 1 année avant de trouver mon thème. Il faut choisir un thème d'actualité. Un thème qui est une réponse à un problème. Il ne faut pas prendre un thème sur lequel tout le monde a travaillé. Il faut choisir un sujet d'intérêt. Comment trouver un sujet d'intérêt? Il faut lire l'actualité, il faut écouter, il faut observer. Qu'est-ce qui intéresse aujourd'hui les politiques publiques? Par exemple, en Côte d'Ivoire, on a un document de politique publique qu'on appelle le PND, le Plan national du développement. Donc, toute la politique de développement de la Côte d'Ivoire est là-dessus. Et elle concerne tous les secteurs. Si vous êtes dans un secteur, si c'est la santé, si c'est la communication, si c'est l'éducation, allez voir les besoins de l'État dans ce secteur-là et prenez un thème de recherche là-dedans. C'est comme ça que j'ai toujours fonctionné. Il ne faut pas faire ce qui est très classique. Il faut toujours chercher à répondre à un besoin. Et chaque fois que vous chercherez à répondre à un besoin, on aura besoin de vous. Aujourd'hui, vous êtes secrétaire exécutif. En quoi consiste réellement votre rôle de secrétaire exécutif? Le secrétaire exécutif de la commission, pour bien comprendre ce rôle, il faut connaître un peu la Commission nationale de lutte contre les changements climatiques. La question du changement climatique est une question d'actualité, mais elle est surtout une question de suivi. Suivi, pourquoi? Parce que les impacts négatifs du changement climatique sont réels. La Banque mondiale a dressé un rapport sur la Côte d'Ivoire où elle montre que nous allons perdre 13% de notre produit intérieur brut si aucune mesure n'est prise pour lutter contre le changement climatique. Et cela pourrait faire basculer dans la pauvreté environ 1,6 milliard personnes d'ici 2050 si rien n'est fait. Donc, c'est une question vraiment réelle. Et la Côte d'Ivoire avait un dispositif, puisque la question du changement climatique est transversale. Elle concerne tous les ministères. Mais dans notre dispositif, il manquait un maillon. C'était une structure interministérielle qui allait assurer la supervision ou la coordination de
de toute cette action-là. Parce qu'au niveau du ministère de l'Énergie, il y a les changements climatiques. On parle d'énergie propre, énergie renouvelable. Au niveau du ministère des Eaux et Forêts, la lutte contre la déforestation. Parce que les forêts sont des puits de carbone. Okay? Au niveau au ministère de la Santé, il y a des maladies qu'on appelle les maladies climato-sensibles. Mais tous ces ministères travaillent à leur manière sur les changements climatiques. Il fallait une structure qui coordonne toute cette action. C'est ainsi que la commission est née. Le secrétaire exécutif, c'est lui qui assure la tête du secrétariat exécutif de la commission, qui est l'organe opérationnel. Parce que la commission est composée d'abord d'un comité de pilotage qui est présidé par le Premier ministre. Voilà, donc le secrétariat exécutif est conduit et assuré par le ministre de l'Environnement qui nomme un secrétaire exécutif. Et celui-là, son rôle, c'est de pouvoir préparer tous les dossiers, suivre la feuille de route pour que véritablement l'action climatique soit mieux coordonnée en Côte d'Ivoire. On entend aujourd'hui, c'est un sujet qui est d'actualité, comme vous l'avez dit, on entend beaucoup parler de changement climatique, mais on l'entend plus aussi au niveau des pays européens. Est-ce que vous pensez que c'est un sujet qui est pris au sérieux en Côte d'Ivoire ou en Afrique? Oui, ces dernières années, la Côte d'Ivoire fait beaucoup. La preuve, elle fait partie des environ 20% de pays qui ont une commission interministérielle. Voilà, donc la Côte d'Ivoire a fait des efforts en renforçant son cadre juridique et institutionnel pour la lutte contre les changements climatiques. En Afrique, nous sommes parmi les 5 pays qui ont une loi sur les changements climatiques. Donc, en Côte d'Ivoire, le gouvernement a pris à bras le corps la question des changements climatiques. Nous avons plusieurs structures. On a un programme national de lutte contre les changements climatiques. On a une direction de lutte contre les changements climatiques. Les ministères sectoriels s'y occupent. Et aujourd'hui, on a la commission de lutte contre les changements climatiques et le bureau du marché carbone aussi. Donc, le gouvernement prend cette question-là à cœur. Aujourd'hui, quelles sont les compétences qui sont indispensables pour évoluer à ce niveau de responsabilité? Les compétences qui sont indispensables, il faut déjà faire de très bonnes études. Moi, je me dis qu'il faut avoir déjà un master, c'est déjà bon, mais tous les autres diplômes même sont importants. Tous les autres diplômes sont très, très importants pour évoluer. Mais si vous voulez être dans la haute administration, déjà le master est un gros atout. Et si vous pouvez continuer au doctorat, c'est tant mieux. Mais avec déjà le niveau master et beaucoup de pratique, vous pouvez arriver à ce niveau-là. Comme je disais, on va aborder un sujet qui est assez tabou en Afrique, qui est la question d'argent. Quand on choisit la faculté de droit, à quoi on peut réellement s'attendre en termes de salaire à la sortie d'études? C'est vrai que c'est un sujet très important parce que la profession juridique offre plusieurs types d'emplois. Donc, il y a l'emploi de magistrat. Aujourd'hui, les magistrats en Côte d'Ivoire ont un statut particulier, ce qui fait qu'ils gagnent beaucoup. Le magistrat, ce n'est pas forcément un doctorat, c'est juste un master. Et vous passez le concours de magistrature et ils ont aujourd'hui un statut particulier. Et quand vous rentrez dans cette carrière-là, vous avez vraiment un très bon salaire. Je pense que le salaire est assez consistant. Il touche même au million avec d'autres avantages. Et tous ceux qui sont dans le corps également, à cause de ce statut spécial-là, que ce soit les greffiers en chef et tout cela, ils se sont battus pour avoir un statut. Pour les étudiants en droit, c'est très encourageant. Ces dernières années, on a eu beaucoup d'étudiants qui ont fait le concours de magistrature. Sur la question, à l'époque, c'était qu'on avait trop pris comme admis, c'était 15 au plan national. Mais je crois que pour le dernier concours de magistrature, ils sont allés jusqu'à plus de 100 personnes. Pourquoi? Parce que la Côte d'Ivoire a basculé et est en train de basculer dans ce que nous on appelle la dualité de juridiction. On aura comme en France des tribunaux de l'ordre administratif et puis des tribunaux de l'ordre judiciaire. Donc il y a un besoin de nouveaux magistrats. Donc c'est une des premières filières pour un juriste. Pour un deuxième juriste, une autre filière c'est la consultance. Moi j'ai opté pour ça, j'ai commencé par la consultance. La consultance c'est quoi? C'est qu'une entreprise a besoin d'un expert, une organisation internationale a besoin d'un expert pour rédiger un rapport, pour faire une étude sur une thématique. Sur cette question, vous négociez vous-même. Je peux dire, mon premier contrat de consultant, c'était avec le CICR, le Comité international de la Croix-Rouge, où il cherchait un juriste qui allait travailler sur le droit des personnes disparues en période de conflit, qui allait faire une comparaison entre le droit international et ce qu'on doit faire en Côte d'Ivoire. Je venais à peine de finir ma maîtrise. Je commençais mon 2 ans, donc on m'a donné 700 000. C'était beaucoup pour moi. Et après, avant l'atelier de restitution, j'ai négocié en tout, je me suis retrouvé avec 1 million, mais à l'époque, pour moi, c'était beaucoup. Mais j'ai eu d'autres expériences de consultance quand je suis devenu docteur
où j'ai pu négocier dépassant plus de 10 millions de contrats. Donc, tout dépend de la négociation. Ça, c'est pour le métier de consultant juridique. Mais si vous voulez être consultant en droit, il faut avoir du bagage. Il faut pouvoir avoir une vue sur certaines spécialités du droit. Et consultant, c'est pas quelque chose de permanent, c'est quelque chose de ponctuel. Ça dépend si vous avez des marchés. Je continue de faire des consultants, ce qu'on me sollicite. Je continue de faire des consultants. Ça aide un peu. Maintenant, il y a les métiers de juriste d'entreprise. Il faut que l'entreprise vous recrute. Ils sont très bien payés aussi, les juristes d'entreprise. Mais il faut être aussi très expert, très calé. Vous allez peut-être commencer par un stage. Selon les entreprises, on vous donnera une prime de stage ou non. Mais après, les entreprises payent très bien également les juristes. Et puis l'autre voie que la plupart des étudiants prennent, c'est la fonction publique. Ils passent le concours de l'ENA ou les concours administratifs ou des greffes et parquets. Voilà, c'est un peu ça. Est-ce qu'on choisit une filière par sécurité ou par passion? Ça dépend de chaque personne. Mais après, les deux se rejoignent. Mais pour mon cas, moi, je l'ai fait par passion. Mais en même temps, vous ne pouvez pas faire la passion sans chercher également la sécurité financière à un moment donné, quand vous avez des charges familiales et tout cela. Voilà. Certains choisiront également pour la sécurité. C'est pas forcément mauvais. Mais si vous n'êtes là que pour la sécurité, vous ne serez pas performant, de mon point de vue, dans votre travail. Parce que ce qui vous permet de vous surpasser, c'est la passion que vous avez. Comment vous avez géré votre rapport à l'argent au début de votre carrière? J'ai eu la chance d'avoir une bonne femme qui est très bonne gestionnaire. Donc, avant de nous marier, on avait établi des principes. On a dit qu'on ferait un budget commun. Donc, ce que chacun avait, on l'envoyait. Et puis, on répartissait selon les charges, sans oublier la prise en charge de la famille. Donc, c'est un peu comme ça, mais à travers également tout ce que la société nous enseigne. Voilà, l'épargne, la bonne gestion, ne pas vivre au-dessus de ses moyens, mais aussi le conseil des aînés. Ils nous ont dit que lorsque vous commencerez à travailler, votre priorité serait d'avoir une maison. Donc, économiser pour avoir une maison parce que plusieurs terminent leur carrière sans avoir une maison. Donc, nous, on a misé aussi là-dessus. Voilà, on a privilégié ce qui est durable à ce qui n'est pas forcément durable. Payer une voiture avec son rappel. Après, si la voiture se gâte, alors que vous aurez pu payer un terrain, qui est un bien qui est beaucoup plus fructifiable. Voilà, vous aurez pu faire une maison. Et puis après, puisque vous n'êtes pas en compétition avec quelqu'un, progressivement, cherchez à avoir un véhicule ou ce qu'il faut. Quel a été le plus grand défi au cours de votre parcours professionnel? Waouh, le plus grand défi. Il y a toujours des défis, mais mon défi personnel, c'est toujours de me surpasser et de savoir m'adapter. Là, aujourd'hui, j'ai un gros défi parce que l'administration me prend beaucoup de temps, alors que j'ai ma carrière universitaire et c'est mon gros défi. Comment concilier les deux lorsque vous finissez au cabinet, lorsque vous finissez tout cela, pour pouvoir s'asseoir, rédiger ces articles pour avancer. Je pense que de mon point de vue, à ce niveau, j'ai encore beaucoup d'efforts à faire, beaucoup d'efforts. Et pour 2026, je me suis donné vraiment des objectifs pour pouvoir parallèlement finir ma carrière universitaire, pour pouvoir espérer un jour être professeur de rang A, professeur agrégé ou titulaire. Ça me tient beaucoup à cœur. C'est mon grand défi, ça. Est-ce qu'au cours de votre parcours, il y a eu des moments de doute ou de remise en question? Beaucoup. Ça fait partie de ce questionnement-là permet d'avancer. À plusieurs fois, je me suis demandé est-ce que j'avais bien fait de venir, d'accepter les propositions de l'administration. Parce que j'ai vu des parcours, certains ont fini leur carrière universitaire avant d'aller dans l'administration, dans la haute administration. Voilà. Donc, je me suis souvent demandé est-ce que j'ai fait le bon choix. Après, je n'ai pas demandé à y aller. Et puis, on m'a appelé. Et comme nous sommes dans le même état, je me dis que c'est une manière de servir l'État, mais ça me demande plutôt une discipline. Voilà, une discipline. Donc, j'ai vu que la solution, c'était pas forcément de tout abandonner, mais de mieux s'organiser en dépit des tâches. Et les expériences des autres m'ont beaucoup aidé parce que sur la fac de droit, c'est pourquoi j'aborde toutes ces fonctions avec beaucoup d'humilité. Parce que sur la fac de droit, j'ai déjà vu même des ministres enseignants. J'ai vu le professeur Jacqueline Hobbes, ministre, venir faire ses cours. J'ai vu le professeur Yahok Paul Audrey, président du Conseil constitutionnel, ministre, venir faire ses cours. J'ai vu le professeur Martin Bléou, enseignant de droit, ministre. Voilà. Et j'ai compris que même ces postes administratifs ne sont pas permanents, ne sont pas éternels. Donc, il faut toujours rester attaché à sa carrière de base, privilégier cette carrière sans négliger également l'apport qu'on fait à la société dans ces hautes fonctions-là. C'est très important également. Parce que c'est une forme de reconnaissance qu'un ministre vous appelle ou bien qu'on vous donne une nomination qui vous permet d'aider votre pays à certains niveaux. Aujourd'hui, avec le temps, vous avez pu construire votre réseau. Quel conseil donnerez-vous aux jeunes pour les aider à mieux construire leur réseau et à réseauter aussi? C'est très important le réseautage. Voilà, je le disais tantôt, ça fait partie de ce qu'on appelle le quotient relationnel. Et pour moi, le réseau commence déjà depuis l'école. L'école primaire, le collège, le lycée, l'université. J'aime dire aux étudiants que votre voisin de classe sera peut-être celui qui vous donnera le premier stage. Il ne faut pas le négliger. Votre ami du quartier sera peut-être celui qui va vous parler
de la première opportunité. Et dans mon cas, ça s'est vu. Mon premier contrat de consultance, c'était ma voisine de classe qui me l'a proposé. Quand j'ai eu à faire l'international au niveau de la Cour africaine, c'est un ami également qui m'a fait appel, qui m'a dit que pour mes compétences, il a besoin de moi sur un petit contrat. Donc, pour moi, le réseautage est important. Donc, ça commence déjà à la base avec les relations. Déjà, même pour moi, c'est la relation familiale déjà. La relation familiale, la relation avec les amis. Mais aussi, le réseautage se fait aussi en allant vers les autres et les structures. J'aime conseiller d'aller dans des lieux où on peut trouver des potentiels donneurs d'emploi. Moi, par exemple, j'ai pris l'habitude, quand je veux aller retirer l'argent, je préfère aller à l'hôtel Ivoire. Il y a des guichets à Makori sur la route. Il y a des guichets sur la route de ma maison. SGBCI. Je préfère aller prendre l'argent à l'hôtel Ivoire où je suis sûr de rencontrer des sommités. Voilà. Où je suis sûr de rencontrer. Je préfère aller prendre du thé qui coûte 3000 francs à l'hôtel Ivoire. Je préfère aller prendre un jus de fruits à l'hôtel Ivoire qui coûte 3000 francs que de le garder. Donc, il faut aller dans les lieux qu'on vise. Deuxième élément, il faut participer aux activités extra. Parce que vous apprenez qu'il y a un salon, il y a un colloque. Et très souvent, ce n'est pas payant. Il faut aller s'asseoir, il faut suivre. Et puis, il faut se présenter quand vous allez. Je suis tel et j'aime dire aux gens, il ne faut jamais arriver un temps, il faut arrêter de dire je suis étudiant. Voilà. Je suis expert junior dans telle spécialité. Voilà. Et je marque un intérêt à votre activité. C'est pourquoi je suis précisément ce thème que vous développez. À cette conférence m'a intéressé. Moi, je l'ai fait une fois, j'ai eu un billet d'avion pour aller au Burkina. Parce que je suis allé à une conférence, j'ai vu les experts qui étaient là, je leur ai dit, je marque un intérêt, je suis chercheur, je marque un intérêt à votre activité. Et j'ai appris d'ailleurs même que vous avez la même conférence au Burkina. Et ça m'intéresse. C'était un blanc, il était content. Il dit, je vous envoie un billet d'avion. Et je suis parti. Quel conseil donnerez-vous à un jeune étudiant qui veut suivre votre parcours aujourd'hui? Je lui dirais de ne pas tricher. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'étudiants trichent. Le travail est la voie de notre salut, comme on le dit entre guillemets. Il faut qu'ils étudient. Si vous êtes dans un parcours licence, faites bien votre licence. Si vous êtes dans un parcours master, faites bien votre master. Donc, il faut qu'ils étudient sérieusement et tout cela. Mais il ne faut pas qu'ils développent uniquement le quotient intellectuel, qu'ils développent aussi le quotient relationnel, qu'ils se fassent des relations avec des amis. Je conseille aussi de faire la vie associative. Moi, ça m'a beaucoup aidé. Je suis normalement timide de nature, mais j'ai fait les associations. Ça m'a permis de m'ouvrir. Lorsque vous faites une association, ailleurs, on appelle ça le bénévolat. C'est des choses qu'on pense que c'est gratuit, mais on capitalise en termes d'expérience humaine. Voilà. Donc, n'hésitez pas à militer dans une ONG, la Croix-Rouge, dans une ONG pour le développement durable, dans une ONG pour le climat, dans une association de femmes. On se fait du réseautage là-bas aussi. Et pour moi, le capital qu'on tire aussi, ça agit sur notre leadership. Est-ce que pour vous, la timidité est compatible avec le réseautage, où on est obligé de changer de personnalité? Ça se fait progressivement. Peut-être que la timidité n'ira pas d'elle-même. Moi, je me rappelle la première fois où je devais faire une conférence en public. C'était d'ailleurs pour mon premier contrat de consultance. C'était à l'hôtel Tiama au Plateau. J'ai fini de rédiger l'étude. Si c'est pour m'asseoir moi seul dans ma chambre et puis rédiger quelque chose, je peux le faire. Mais il fallait aller le présenter devant tous les magistrats de Côte d'Ivoire, les présidents du tribunal, il fallait le présenter sur les directeurs de cabinet. Alors là, j'ai dû être fixé sur mon test pour pouvoir donner ce que j'avais à dire. Donc la timidité se travaille. Voilà, ce que je voulais dire, la timidité n'est pas une fin en soi, elle se travaille. Et l'une des écoles qui nous délivre beaucoup de la timidité, c'est l'école associative. Quand je parle d'association, ça peut être même des associations religieuses, ça peut être des associations caritatives. Et ça nous permet de sortir de nous-mêmes et de nous donner plus confiance en nous. Qu'est-ce que votre parcours vous a appris sur vous-même? Beaucoup de choses. Le désir d'avancer, la faculté de se remettre en cause, parce qu'on peut tomber, on peut faire des erreurs, mais j'ai appris à me remettre en cause. La persévérance, la faculté d'écouter aussi. Je crois que Dieu nous a donné deux oreilles, c'est pourquoi on écoute plus qu'on ne parle. Donc j'ai appris qu'il faut beaucoup écouter. J'ai appris aussi dans mon parcours qu'il faut également honorer ses aînés et honorer sa famille, ses parents, parce que c'est source de bénédiction également. Donc, mon parcours m'a appris tout cela. La persévérance, l'intégrité également. Parce qu'à un moment donné dans votre parcours, on vous fera des propositions. Il faut rester vous-même. On fera des propositions même en termes de millions, de milliards d'argent pour essayer de vous compromettre. Sachez que vous devez rester vous-même, quel que soit, et garder toujours l'humilité et rester vous-même. Quel message aimeriez-vous transmettre à ceux qui cherchent leur voie aujourd'hui? Il ne faut pas qu'ils se découragent, il faut qu'ils soient curieux, il faut qu'ils s'approchent et il faut qu'ils participent à Magueli.
C'est une très belle plateforme. Pourquoi Magali? Parce que Magali permet d'écouter des expériences. Je le fais souvent aussi. Allez regarder ce qu'on appelle les success stories. Comment telle personne a fait pour arriver à ça. Donc, il faut être curieux, c'est ce que j'appelle être curieux. C'est pourquoi on doit bien utiliser Internet. Internet est une mine d'or, mais très souvent on l'utilise mal. Il faut voir les expériences. J'aime dire aux gens, tu veux travailler à la BAD, tu ne sais même pas où la BAD est située. Souvent, j'aime dire ça aux jeunes. Je lui dis que la BAD est située au plateau, à l'immeuble, en face des tours administratifs. Il faut juste aller là-bas. Il faut causer avec le vigile pour lui dire je vais travailler à la BAD, comment on fait. Et j'aime dire aux gens que la BAD, ce n'est pas que pour les autres, c'est pour nous aussi. C'est pour tout le monde. Je vais travailler à la Banque mondiale. La Banque mondiale a son siège à Cocody, non loin de la PMI. Il faut aller là-bas. Donc, il faut s'approcher, il faut oser, mais il faut surtout rêver. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des regrets? En termes de regrets, est-ce que c'est des regrets? Je me dis que peut-être, comme je le dis, mon gros challenge aujourd'hui, c'est de pouvoir allier cette vie administrative-là avec la carrière universitaire. Parfois, je me dis, j'aurais dû finir ma carrière avant de commencer à faire la haute administration. Parce que la haute administration, c'est très prenant. Donc, j'aurais été déjà professeur agrégé ou titulaire, que je serais encore plus confortable. J'aurais pu développer autre chose. Mais en même temps, je me dis que tout est une question d'organisation et d'adaptation. Nous, en matière de changement climatique, on parle d'adaptation. Donc, notre mot-clé, c'est l'adaptation. Donc, avec l'adaptation, tout est possible. Est-ce que vous avez un mot de fin? Voilà, le premier mot, c'est de dire merci à Magali. Pour moi, Magali, Histoire de vie, c'est une très belle plateforme. J'encourage la promotrice et son équipe et je souhaite que Magali aille très, 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 très loin parce que Magali vient combler un besoin. Et je pense qu'il faut voir Magali comme un bébé qui est en train de grandir, qui grandira parce qu'il vient combler un besoin. Dans l'interview, j'avais dit que si nous savons répondre aux besoins des gens, c'est ce qui va nous élever, nous grandir et je salue Magali. D'autres mots, c'est d'encourager tous les jeunes qui suivent cette émission à la persévérance, à croire à leurs rêves, à continuer de rêver et à se dire que tout est possible. Il faut y aller, il faut y croire, mais il faut surtout se donner les moyens en développant certaines valeurs telles que le travail, l'humilité, la remise en cause, la curiosité. Tout cela nous permettra d'atteindre nos objectifs. Merci à vous d'avoir suivi notre émission. N'oubliez pas de commenter, liker et de partager cet épisode. N'oubliez pas de nous suivre aussi sur nos différents réseaux sociaux. Le lien est en description. Et on se dit à bientôt pour un nouvel épisode de Magali.